Je vous propose de rester avec nous car l'émission se poursuit avec la culture maintenant. Cette tâche culturelle, on l'a confiée à Constance de Bonaventure. Bonjour Constance. Bonjour, bonjour Comment à tous les deux. Bonjour. Allez-vous? Je vais très bien, merci. Vous m'avez donné beaucoup confiance. Ah ben voilà, décidément, on se fait du bien ici. Vous commencez avec un livre et on va voir que la politique inspire aussi de nombreux romanciers. Oui, tout à fait. Alors c'est l'appel. L'appel, ça se passe à l'Élysée. Philippe est conseiller du président de la République et l'une de ses missions, entre autres, c'est de répondre aux appels nocturnes qui sont adressés au chef de l'État. Un soir, donc, la permanence lui passe Marie, une jeune femme qui veut annoncer au président qu'elle va mettre fin à ses jours. S'engage alors entre Philippe et Marie une conversation haletante. Marie va dévoiler sa liaison avec le président et Philippe, lui, il va tout faire pour la retenir et il va faire finalement de cet appel un combat pour la vie. C'est un texte vraiment percutant sur le pouvoir, magnifique aussi sur tout ce qui peut ramener quelqu'un à la vie. Moi, c'est vraiment ce qui m'a tenu en haleine dans ce roman. Comment finalement, avec des mots, de la patience, de l'écoute et peut-être de la confiance aussi, comment est-ce que finalement Philippe va-t-il réussir à convaincre ou non, je vous dévoile rien, à Marie de rester en vie. Je vous laisse découvrir ça. L'appel, c'est de Laurent Maréchaux et c'est aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Renaud Pfeffer, vous vous sentez appelé parfois, au sens propre comme au sens figuré? Ouais. On est appelé à toute heure, au sens propre. Et c'est vrai que c'est un engagement qu'on fait souvent au détriment, et ça les gens s'en rendent pas compte, hein. On le fait souvent au détriment de sa vie familiale, au détriment de sa vie professionnelle. On porte une lourde responsabilité. Donc pour s'engager comme ça, c'est soit on y a un intérêt individuel, je pense que c'est pas très sain, soit quelque part c'est un côté un peu sacerdotal. Je me vois pas, je sais que je vais arrêter à un moment la politique, mais je sais pas quand. Vous nous emmenez maintenant au cinéma, Constance, découvrir le nouveau film d'un immense réalisateur que j'adore, Terrence Malick. Alors, Une vie cachée, c'est son nouveau film. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre, comme il a l'habitude d'en signer? C'est absolument sublime. Alors, c'est l'histoire de Franz Jägerstätter. C'est un paysan autrichien qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, refuse de se battre aux côtés des nazis parce qu'il considère en fait que le nazisme est contraire à sa foi catholique. Je vous propose de regarder un extrait de la bande-annonce. J'ai fait un rêve. Je pensais qu'on bâtirait notre nid là-haut, dans les arbres. Qu'on s'envolerait tels des oiseaux vers les montagnes. Je ne peux pas jurer fidélité à Hitler. Alors vous l'avez vu, l'image est frissons. sublime, elle est poétique et elle pousse aussi à la réflexion parce que la réflexion centrale de ce film, celle qui anime Franz en permanence, c'est la question suivante. Est-ce qu'il faut que je renonce à mes valeurs pour protéger ma vie, ma famille ou au contraire, est-ce qu'il faut que je me batte jusqu'au bout pour défendre mes convictions? Vraiment, moi je suis complètement rentrée dans cette histoire, ça nous tient en haleine, on est vraiment, surtout grâce à la beauté de l'image, on est vraiment immergé dans ce cas de conscience. Alors sachez, vous l'avez vu, hein, c'est inspiré de faits réels et Franz Jägerstätter sera béatifié par Benoît XVI en 2010. Une vie cachée, c'est sur vos écrans le 11 décembre prochain, mercredi prochain. Et je vous le recommande. De quoi inspirer un prêtre, Robert Schultz, c'est ça? J'irai le voir. Allez le voir. Moi aussi, j'irai le voir. Et c'est vrai que Terrence Malick aussi a une quête spirituelle très forte. C'est toujours passionnant. D'ici quelques instants, nous allons vivre la messe qui sera célébrée en direct à Boulogne-Billancourt. L'occasion pour vous, Constance, de nous faire découvrir une autre église dans l'ouest parisien. Voilà, on va rester dans la banlieue parisienne, direction Meudon, dans l'église Saint-Martin. Alors il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Meudon était un petit village situé sur le domaine royal et son église appartenait au roi Louis XIV. Elle ressemble donc à toutes les églises de l'ouest parisien. En 1682, elle est rénovée par les bâtiments du roi, donc, qui élabore cette façade classique et dorique. L'intérieur est lui aussi classique. Il est marqué par la clarté, par l'éclairage, tout en restant sobre et simple. Le chœur est Renaissance avec quelques formes gothiques. Et regardez, des parois en boiserie ont été installées pour réchauffer l'église. Et c'est vrai que ça la rend très chaleureuse. L'autel est d'origine, il cherche à inspirer l'ordre et l'équilibre. Et puis pour la petite histoire, sachez que François Rabelais a été curé de Meudon dans les années 1550. Alors on va retourner à l'extérieur pour finir parce que je voulais attirer votre attention aussi sur ce clocher qui paraît assez bas. En réalité, l'église a été
été construite sur le flanc d'une colline, donc inutile de faire un clocher trop haut. Merci Constance, tout simplement. À dimanche prochain. À dimanche prochain.